bande de Gaza est peut-être toute petite, mais elle fait de très gros titres. Depuis le 7 octobre 2023, l'étroite bande de 40 km est au cœur d'une guerre brutale entre Israël et le Hamas. Pourtant, comme chaque camp le rappelle à l'autre, l'histoire n'a pas commencé ce jour-là. Au cours du siècle passé, Gaza a changé de main 6 fois avant de finir aujourd'hui sous le contrôle du Hamas. Qui prendra la relève? Personne ne le sait réellement. Mais comme le dit un cliché, qui ignore l'histoire est voué à la répéter. Alors comment est-ce qu'un lieu avec autant de potentiel a basculé dans la violence, la misère et le chaos? Gaza existe, sous une forme ou une autre, depuis plus de 4000 ans. Mais notre récit commence en 1967. Cette année-là, Israël entre en guerre contre 3 voisins. Les tensions montaient depuis des mois et beaucoup d'Israéliens étaient persuadés qu'ils allaient être anéantis. Et contre toute attente, ils ont remporté la victoire. En moins d'une semaine, l'État juif quadruple son territoire. Il s'empare du plateau du Golan syrien, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est jusqu'ici sous contrôle jordanien, ainsi que du Sinaï et de la bande de Gaza, jusqu'alors administrée par l'Égypte. Sur le papier, tout ça paraît être une victoire éclatante. Mais un élément pose problème. Dans ces régions vivaient déjà des populations, pour la plupart palestiniennes, avec des liens complexes à Israël. Beaucoup étaient réfugiés depuis près de 20 ans, chassés ou ayant fui lors de la création de l'État juif. Nombre d'entre eux avaient déjà vécu 2 décennies dans des camps de réfugiés. D'un coup, près de la moitié des Palestiniens se retrouvaient sous autorité israélienne. Israël n'avait pourtant pas déclenché la guerre pour s'enrichir territorialement. À la veille du conflit, beaucoup étaient convaincus qu'ils allaient disparaître. Pour eux, cette guerre était une guerre de survie. Les Israéliens célébraient leur succès incroyable. Parmi eux, certains proposèrent de rendre immédiatement et unilatéralement ces territoires sans rien attendre en retour. מלחמה עד חורמה. באותה מלחמה, הגיבוי של כל העולם יהיה לצד הערבי. האלטרנטיבה, חלוקת הארץ בין שני העמים. D'un autre côté, de nombreux Israéliens nationalistes religieux considèrent cette victoire comme une intervention divine, la preuve qu'ils étaient destinés à vivre sur ces territoires. La Cisjordanie, en particulier, se trouve au cœur de l'histoire juive millénaire, et cette victoire miraculeuse semblait en être le retour. Alors même que le gouvernement envisageait d'utiliser ces territoires comme monnaie d'échange, il encourageait ses citoyens à s'y installer, notamment en Cisjordanie, à Gaza et dans le Sinaï. Une position pour le moins paradoxale. Une partie des Israéliens étaient libres de coloniser ces territoires nouvellement conquis et en parallèle, on gardait l'espoir de les négocier contre une reconnaissance diplomatique. Mais cela n'advint pas. Rapidement après la guerre, la Ligue arabe afficha une ligne claire. Aucun dialogue, aucune paix, aucune reconnaissance d'Israël. Ça dura jusqu'à ce qu'un nouveau président égyptien joue un coup audacieux. Faire la paix avec Israël en échange du Sinaï. Mais quand Israël tenta d'inclure Gaza dans le même accord, Sadat répondit poliment mais fermement qu'il n'en voulait pas. Thanks, but no thanks. Alors pourquoi Gaza était-elle si épineuse? Pourquoi l'Égypte ne voulait-elle pas la récupérer? La réponse courte, c'est que Gaza n'a jamais réellement fait partie de l'Égypte. En 1947, l'ONU avait voté un plan pour diviser la Palestine en un État juif et un État arabe. Gaza était censé appartenir à l'État arabe, mais ce plan n'a jamais été appliqué. Alors si Gaza était censée être palestinienne, pourquoi Israël ne l'a-t-il pas confiée directement aux Palestiniens au lieu d'essayer de négocier avec l'Égypte? Et bien en vrai, c'est une excellente question. Ooh, this is a great question. Oh my God, this is a great question. À l'époque, les Palestiniens étaient représentés par une coalition de groupes appelée l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Politiquement, c'était un ensemble assez varié, mais sur un point, tout le monde était d'accord. Israël devait disparaître complètement. Il était donc hors de question pour Israël de confier Gaza à un ennemi juré. Et de toute façon, l'OLP ne voulait pas simplement Gaza, elle réclamait toute la terre. C'est comme ça qu'Israël a gardé la bande de Gaza après 1967. L'Égypte n'en voulait pas, et la remettre à l'OLP était impensable. Mais ça ne réglait pas le sort des 300 000 Palestiniens qui y vivaient. Alors pourquoi Israël n'a-t-il pas tout simplement proposé la citoyenneté à cette nouvelle population? La réponse pourrait vous surprendre.
En fait, il l'a fait, en partie. Il faut se rappeler que les Juifs et Arabes s'étaient affrontés régulièrement depuis les années 1920. La méfiance était totale. Pourtant, Israël a proposé la nationalité à deux groupes, les Palestiniens de Jérusalem-Est et ceux qui vivaient déjà à Gaza avant 1948. Mais la grande majorité a refusé. Accepter, c'était collaborer avec l'ennemi. C'était reconnaître tacitement une forme d'occupation. Refuser, c'était résister. Résultat, les Palestiniens de Gaza n'étaient pas citoyens israéliens, mais vivaient sous administration militaire israélienne. Au départ, Israël a tout fait pour rendre sa présence invisible. Mais c'était mission impossible. Une occupation reste une occupation. Et une population hostile reste hostile. Alors Israël a cherché à inciter les Palestiniens à quitter Gaza pour la Cisjordanie, puis vers la Jordanie, le principal appât des emplois temporaires. Mais une fois ces contrats finis, la plupart des Gazaouis préféraient rentrer chez eux. Du coup, Israël a commencé à expulser des Gazaouis vers la Cisjordanie ou la Jordanie, souvent sur des prétextes très discutables. Le roi de Jordanie, il voyait tout ça d'un très mauvais œil. Il avait déjà accueilli des centaines de milliers de réfugiés palestiniens et il commençait à le regretter amèrement. Surtout parce que l'OLP, basé chez lui, lançait régulièrement des attaques contre Israël. Et Israël répliquait souvent en envoyant ses chars sur le sol jordanien. Pour couronner le tout, l'OLP a tenté à plusieurs reprises d'assassiner le roi Hussein. Il savait que s'il ne s'en débarrassait pas, il risquait de perdre la couronne, voire la tête. Il a donc fini par expulser l'OLP pour de bon, au prix de milliers de morts civils palestiniens. Pendant ce temps, les Gazaouis ordinaires étaient pris entre deux feux. D'un côté, l'armée israélienne exerçait un contrôle strict. De l'autre, les groupes palestiniens radicaux devenaient de plus en plus violents, pourchassant, torturant et exécutant ceux qu'ils soupçonnaient de collaboration. Mais le travail, ça attire. Et dans les années 1970-1980, l'économie de Gaza connaissait un boom. Elle était même l'une des plus dynamiques au monde, portée par des prêts israéliens aux entrepreneurs locaux et par des milliers d'emplois à Gaza comme en Israël. À l'époque, il n'y avait pas de mur. Ça peut sembler fou aujourd'hui, mais les allers-retours entre Gaza et Israël étaient fréquents. Les Arabes israéliens allaient rendre visite à leurs familles dans la bande. Les Juifs israéliens venaient y faire du shopping ou se balader, attirés par les prix bas des marchés. Et les Gazaouis, eux, circulaient librement. Mais cette parenthèse de calme n'a malheureusement pas duré. أو 30 سنة كان الوضع جاي مبسوطين نطلع وين نطلع إسرائيل نطلع مصر نطلع الأردن نسافر الطريق مفتوحة كانت وعايشين وفي فلوس. L'économie de Gaza dépendait fortement d'Israël et c'était une arme à double tranchant. D'un côté, les Palestiniens gagnaient de l'argent et de l'autre, les emplois dans la bande elle-même étaient rares et ni Israël ni Gaza n'avaient vraiment besoin de main-d'œuvre qualifiée. En parallèle, des dizaines de milliers d'Israéliens s'étaient installés en Cisjordanie et à Gaza, certains pour y fonder de nouvelles communautés, d'autres pour en recréer d'anciennes disparues depuis longtemps. Mais Gaza, c'est minuscule et le taux de natalité y est l'un des plus élevés au monde. Dès les années 80, la région était surpeuplée et la situation a empiré quand les colons israéliens ont commencé à s'installer le long du littoral. Le ressentiment montait, les tensions s'accumulaient et en 1987, tout a explosé. À ce stade, les affrontements entre Palestiniens et Israéliens étaient presque devenus la norme. Mais lorsqu'un camion israélien percute une voiture remplie d'ouvriers palestiniens, c'est l'embrasement. 2 jours plus tôt, un juif avait été poignardé à mort. La rumeur court. L'accident serait une vengeance organisée par un proche de la victime. C'était faux, mais peu importe. Cela faisait 20 ans que les Palestiniens vivaient sous occupation militaire. Cette révolte était leur réponse. Pendant 5 ans, Gaza et la Cisjordanie s'enflamment. Autrefois perçu comme le David face au Goliath arabe, Israël apparaît désormais à la télé comme un État surarmé. Des soldats adolescents, dans des tanks, pointent leurs armes sur des enfants armés de pierres et de frondes. Et dans l'ombre, un nouveau groupe islamiste se forme pour affronter Israël. Il s'appelle le Mouvement de Résistance Islamique. Son acronyme, le Hamas. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Hamas, mais au cœur du chaos de la première intifada, personne n'avait encore compris qu'un nouvel ennemi venait de naître. Du moins, jusqu'à ce que le Hamas commence à tuer des Israéliens, alors qu'Israël tentait déjà de contenir des années de colère et de ressentiment palestinien. L'intifada a duré 5 longues années et en 1993, beaucoup d'Israéliens en avaient simplement assez. Plus personne ne voulait envoyer ses gamins faire le guet en Cisjordanie ou à Gaza. Toute cette violence ne valait sûrement pas la peine. Mais alors, pourquoi ne pas laisser les Palestiniens se gouverner eux-mêmes ? Le moment était-il venu ? Étaient-ils enfin prêts à faire des compromis avec Israël ? Au début de cette vidéo,
Je vous disais qu'Israël ne reconnaissait pas l'OLP. Mais en 1993, les choses avaient changé. L'OLP avait officiellement renoncé au terrorisme et reconnu le droit d'Israël à exister. Pour la première fois, des ennemis juraient se retrouver dans la même pièce pour signer des accords dans l'espoir de voir naître un jour un État palestinien. En attendant, les Palestiniens obtenaient un embryon d'autonomie avec un véritable gouvernement, l'autorité palestinienne dirigée par Yasser Arafat. Mais un gros grain de sable venait troubler cette mécanique. Enfin, 3 grains de sable. Le premier, une partie non négligeable des Israéliens était farouchement opposée à cet accord. Le deuxième, l'OLP souffrait d'une incompétence et d'une corruption presque légendaire. Et le troisième, c'était le Hamas. Pour le Hamas, la terre d'islam est sacrée, ce qui veut dire qu'aucun homme n'a le droit de la céder à des non-musulmans. Leur objectif, saboter les accords de paix. Et ils allaient tout faire pour y parvenir, par la violence. Le Hamas n'était pas seul. Une minorité d'Israéliens, bruyante mais déterminée, partageait la même conviction. Cette terre était juive. La céder, c'était un péché, surtout quand le prix à payer, c'était du sang juif. Et pendant que certains Israéliens descendaient dans la rue pour dénoncer leur propre gouvernement, le Hamas poursuivait sa campagne d'attentats suicides, de poignardages de masse et d'enlèvements. Près de 300 Israéliens furent tués. De plus en plus de citoyens s'interrogeaient. Pourquoi négocier la paix avec ceux qui font exploser des bustes ? La tension était palpable, mais personne ne s'attendait à ce qu'un extrémiste juif religieux assassine le premier ministre israélien. Un juif tuer un autre juif, et pas n'importe lequel, le chef de l'État juif. Malgré tout, les négociations continuèrent tant bien que mal. Jusqu'à ce qu'en 2000, tout s'effondre à nouveau. Le premier ministre israélien venait de proposer à Arafat l'offre de paix la plus généreuse depuis près de 10 ans. Et Arafat refusa. Quelques semaines plus tard, une seconde intifada éclate. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une révolte spontanée comme en 1987. C'était organisé, centralisé, et donc bien plus meurtrier. Plus de 1000 Israéliens et 5000 Palestiniens perdirent la vie dans les attaques quasi quotidiennes. Le cœur brisé, Israël tenta tout pour stopper les attaques venues de Gaza. Des checkpoints et des couvre-feux furent instaurés autour de la bande. La côte fut surveillée de près au cas où des bateaux de pêche introduiraient des armes. Et un mur commença à sortir de terre, séparant Israël de son voisin. Fini les virées à Gaza pour acheter des fruits bon marché. Fini les visites à la famille ou aux lieux saints. Fini le travail. Pour les Gazaouis, il devenait quasiment impossible de franchir la frontière, sauf s'ils étaient juifs. Environ 8000 juifs vivaient toujours dans Gaza, dans un bloc appelé Gush Katif. En voyant leur synagogue, leur maison ou leur piscine, difficile d'imaginer qu'ils vivaient en plein cœur d'une des zones les plus explosives au monde. Mais leur présence divisait profondément l'opinion publique. Étaient-ce des fanatiques dont la protection mobilisait nuit et jour l'armée israélienne au milieu de 1 300 000 Palestiniens, ou bien les pionniers courageux d'un front inévitable? Le Premier ministre avait peut-être son avis personnel, mais sa stratégie était très claire. Cette enclave juive à Gaza était un cauchemar sécuritaire et un gouffre financier. Après la seconde intifada, plus personne ne voulait replonger dans la violence. Il décida qu'Israël devait quitter la bande de Gaza, définitivement. Il ne demanda rien en retour aux dirigeants palestiniens. Et même si une grande partie de la population israélienne était opposée à ce retrait, il persista. Le pays s'embrasa à nouveau en manifestation, certains redoutant même une guerre civile. Mais le plan de désengagement fut maintenu. Et en septembre 2005, il n'y avait plus un seul juif à Gaza. Certains étaient partis en larmes, d'autres en colère. Mais ils étaient tous partis, et tout ce qui restait de leur communauté fut effacé. Enfin, presque tout. Un mur demeura, celui qui séparait Israël de la bande de Gaza. Et le rêve de voyager entre Gaza et le reste du monde s'évanouit. Puis, en 2006, les Palestiniens tinrent leurs premières élections depuis plus de 10 ans. L'autorité palestinienne savait qu'elle partait avec un handicap. Elle savait que le Hamas avait le vent en poupe. Elle ne fut donc pas surprise de voir le Hamas rafler 44% des sièges au Conseil législatif palestinien. Mais pour Israël, l'ONU et les États-Unis, ce fut un véritable choc. Un choc qu'ils auraient pourtant dû voir venir. Les Palestiniens en avaient assez.
Assez de la corruption légendaire de l'autorité palestinienne. Assez de vivre dans la misère pendant que ses dirigeants détournaient des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Le Hamas, lui, offrait des services sociaux, des soins de santé, et beaucoup de Palestiniens pieux appréciaient leur engagement religieux, sans parler de leur discours sur la libération de la Palestine. Si cette liberté devait être arrachée dans le sang, certains estimaient que c'était le prix à payer. Les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU exigèrent que le Hamas change de position, reconnaître le droit d'Israël à exister, arrêter les attentats, cesser les tirs de roquettes et calmer le jeu. Le Hamas refusa et du coup, le monde occidental coupa l'aide financière. Mais ça ne changea pas grand-chose puisque l'Iran, désireux d'accroître son influence régionale, finançait de plus en plus le Hamas. Les seuls à souffrir réellement de ces sanctions étaient les civils et les employés de l'autorité palestinienne, ceux-là même que l'Occident essayait de soutenir. Israël renforça le blocus, intensifia les contrôles aux frontières et lança une vague d'arrestations. Mais le Hamas resta au pouvoir. Au début, l'autorité palestinienne tenta de coopérer, mais dans l'ombre, les États-Unis faisaient pression pour dissoudre le gouvernement et organiser de nouvelles élections. Devant l'échec de cette stratégie, Washington arma le Fatah, espérant qu'il reprendrait le contrôle de Gaza par la force. Ce fut un fiasco. Les deux camps usèrent de méthodes particulièrement violentes. Mais à l'issue de cet été sanglant, c'est le Hamas qui l'emporta. Il contrôlait désormais toute la bande de Gaza. Et sa première décision fut d'attaquer Israël. Des barrages de roquettes à répétition jusqu'à la fin 2007. Plus de 3000 obus et roquettes rien qu'en 2008. Israël lança une offensive terrestre en 2009 pour tenter en vain de faire cesser le terrorisme. En réponse, des centaines de roquettes supplémentaires. Dès la prise de pouvoir du Hamas en 2007, Israël et l'Égypte avaient imposé un blocus. Tout ce qui entrait à Gaza était strictement inspecté, minutieusement contrôlé. Et pourtant, les attaques continuaient. Alors, d'où venaient toutes ces armes? Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Tout le monde sait que depuis 17 ans, le Hamas a investi des milliards dans un immense réseau de tunnels souterrains. Et c'était pas nouveau étant donné que le tout premier tunnel avait été découvert en 1983. À l'époque, il servait surtout à la contrebande. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais quand le Hamas a pris le pouvoir, il a changé d'échelle. Il a construit des milliers de tunnels creusé à plusieurs étages de profondeur, traversant Gaza, l'Égypte et Israël. Un réseau tentaculaire digne d'un système militaire. Et si vous pensiez que ces tunnels servaient à protéger la population gazaoui, eh bien détrompez-vous. Ils ne sont pas faits pour les civils, ils sont faits pour le Hamas. البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. Ce statu quo insoutenable a duré plus de 10 ans. Puis, presque du jour au lendemain, le Hamas a semblé baisser la garde. Il a publié une nouvelle charte qui semblait reconnaître le droit d'Israël à exister. Et en 2022, lorsque d'autres groupes armés ont lancé une salve de roquettes sur Israël, le Hamas est resté en retrait. Israël, de son côté, a desserré un peu le blocus et augmenté le nombre de permis de travail pour les Gazaouis. Peut-être qu'en allégeant la pauvreté étouffante de la bande de Gaza, le Hamas finirait par assouplir sa position. Des roquettes continuaient d'être tirées, bien sûr. Le Hamas restait fondamentalement un groupe terroriste. Mais pour les Israéliens, la vie semblait relativement calme. Jusqu'au 7 octobre 2023. À ce stade, vous avez tous vu les images. Ce matin-là, les Israéliens se sont réveillés pour découvrir que le silence du Hamas n'était qu'un leurre. Il jouait sur le long terme. Et malgré l'assaut massif qu'Israël a lancé en réponse, le Hamas a juré de recommencer encore et encore. النصية لازم نقدمها وحنقدمها مرة ثانية وثالثة. قادرين نعمل 7 أكتوبر مرات عديدة لأنه خلص إذا دخلت عليه انهاروا. Israël est entré dans Gaza 21 jours après l'attaque initiale. Son objectif, en finir une bonne fois pour toutes avec le Hamas. Des centaines de tunnels détruits, des milliers de combattants tués, 7 otages vivants libérés. Mais à mesure qu'Israël détruit les tunnels, de nouveaux apparaissent. Et parmi les milliers de morts, il y a aussi des civils, des enfants, des innocents. Plus de la moitié des otages ont été ramenés grâce aux négociations. Mais on estime qu'il reste une trentaine d'otages toujours à Gaza, dont seulement un tiers serait encore en vie. Le porte-parole de Tsahal a annoncé que la guerre pourrait durer jusqu'à fin 2025, voire plus. En attendant, les morts s'accumulent. La plupart des Gazaouis sont déplacés. Plus de 70%, voire 90% des bâtiments de la bande de Gaza ont été impactés ou détruits. Des centaines de milliers d'Israéliens ont été évacués du nord et du sud. Et personne ne sait ce qui va se passer. Certains Israéliens appellent à revenir à Gaza. Ils veulent reconstruire les communautés abandonnées en 2005.
Mais tout le monde souhaite surtout que cette guerre se termine. Ils veulent revoir leurs proches, que les otages rentrent, vivants si possible, et pouvoir enfin panser les plaies du 7 octobre. Les Palestiniens, eux, méritent une vie sans frappes aériennes, sans bombardement. Une vie sans une classe dirigeante qui les maintient dans une guerre perpétuelle. Comme tout être humain, ils méritent la sécurité et la dignité. Et Israéliens comme Palestiniens ont besoin de guérir avant de pouvoir se faire confiance à nouveau. Alors, qui gouvernera Gaza après la guerre ? Eh bien, personne ne le sait. Mais à qui appartient cette terre ? Elle porte un poids immense pour les deux peuples. Elle est au cœur de leur identité. Peu importe qui en prendra le contrôle, nous restons les enfants de cette terre ancienne. Et il est temps d'arrêter de verser notre sang sur son sol.